messieurs, bonsoir. Débutons ce journal avec les activités du chef du gouvernement. Le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji a présidé hier une réunion dans son cabinet. Cette réunion, qui a regroupé tous les ministres en charge de l'enseignement et autres partenaires impliqués dans le système éducatif, a permis au chef du gouvernement de dégager les forces et les insuffisances du système éducatif tchadien. Au cours de ces échanges, des mesures coercitives ont été prises afin d'inverser cette situation qui jette du discrédit sur l'école tchadienne. Retour sur cette réunion avec Ramadei Hassan. L'école tchadienne est en péril. Il faut par tous les moyens la sauver. Et le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji ne transige pas là-dessus. Ceux qui ont la charge de l'encadrement des futurs cadres doivent mettre en œuvre les conclusions du Forum sur l'éducation et les clauses de la loi 16 portant orientation du système éducatif en souffrance depuis des lustres dans les tiroirs. Le Premier ministre chef du gouvernement, qui a joué la carte de la fermeté, a fustigé le comportement antipédagogique de certains enseignants du public. Ces enseignants faux-fuyants qui n'assument pas leur volume horaire normal et abandonnent les apprenants pour exceller dans les établissements privés avec la complicité des proviseurs et directeurs qui n'ont pas leur place dans le système Hassan Djimranga Datnadji. Il ajoute que cette incurie a trop duré, il est temps d'y mettre un terme. Le Premier ministre Joseph Djimranga Datnadji a été appuyé dans cette sévère mise en garde par le président de la commission éducation de l'Assemblée nationale, Djidengar Bassa. Cet élu de la région du Logone oriental n'est pas un inconnu du système éducatif. Il fut directeur de la planification de ce département, donc il connaît mieux que quiconque le système éducatif tchadien qui est moribond. Selon lui, la situation de l'école tchadienne est catastrophique avant de déplorer l'échec cuisant du programme d'appui à la réforme du système éducatif tchadien par 7. Ce projet qui a coûté tant de milliards de nos francs CFA aux contribuables tchadiens a permis d'engraisser quelques individus au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il n'y a aucun manuel de procédure. On me dira que c'est la même chose dans toute l'administration, mais il n'y a pas de manuel de procédure qui est la base de la redevabilité, l'obligation de rendre compte. Avant que, Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous rendiez compte au peuple, il faudrait que, au niveau de l'administration, qu'il y ait des mécanismes qui permettent au directeur de l'école de rendre compte à l'inspecteur de rendre compte au directeur d'ordre d'enseignement, au directeur d'ordre d'enseignement de rendre compte au ministre et au ministre de vous rendre compte. Cette chaîne de redevabilité n'existe pas dans le système éducatif. Le Premier ministre chef du gouvernement a égratigné au passage les différents syndicats des enseignants qu'en dépit des pressions croissantes des institutions de Bretton Woods, le gouvernement a répondu à la quasi-totalité de leurs revendications, mais leur prestation sur le terrain n'est pas à la hauteur des attentes des populations. Il appartient au ministre interpellé de faire un effort supplémentaire pour permettre aux uns et aux autres de jouer chacun sa partition pour permettre à l'école tchadienne de retrouver ses lettres de noblesse d'antan, car l'avenir du pays en dépend. Le Premier ministre a également insisté sur la loi 16 d'orientation du système éducatif tchadien et sur les conclusions du forum sur l'éducation tenu l'année dernière. Nous l'écoutons. En matière de commentaires, en matière de recherche de causes, on a tout épuisé. On ne peut plus convaincre aujourd'hui. Moi, personnellement, personne ne me convaincra d'une nouvelle idée, d'une nouvelle invention pour remettre la machine en marche. On ne me convaincra plus. Le problème, c'est que le système est malade et il faut jouer aux médecins. Et il y a beaucoup de choses qui sont là. Toujours on revient à nous-mêmes, peut-être pour présenter un peu sur ce que Foucault a dit concernant le bac. Là encore, c'est nous-mêmes. Nous créons un problème, mais quand ça vient, on dit non, c'est pas nous. Puisque les gens, l'enseignement supérieur a considéré que le bac c'est une affaire d'enseignement supérieur. Mais les gens qui enseignent, les élèves qui viennent là, ce ne sont pas les enseignants du supérieur. Ce sont des professeurs, on a même dit que ce sont des maîtres communautaires. Mais il fallait laisser les maîtres communautaires corriger ça entre eux. Et pas amener des étrangers pour corriger et puis après se trouver le bon rôle en disant mais si ça ne marche pas, c'est vous. Donc il y a beaucoup de choses que nous faisons comme ça sans trop comprendre
Pourquoi? Le BPC, est-ce que ça a posé autant de problèmes? Bon. Donc, je laisse ce commentaire un peu déplacé. Chaque fois qu'on commet une erreur, au lieu de chercher comment on commet l'erreur pour corriger, non. On laisse et on va aller chercher ailleurs. Ça, c'est une fuite en avant et une fuite de responsabilité. Nous n'allons pas chercher à justifier. On ne cherchera pas du tout à justifier. Le système est malade et c'est pour cela que je dis nous le prenons à la base. Aspect sécuritaire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Hassan Tchona Elimi, représentant son collègue de la Défense, s'est rendu ce matin dans la région du Borkou. Objectif, constater la saisie des armes à feu découverte chez un individu à Faya-Largeau. C'est la coordination du comité de défense et de sécurité du Borkou qui a abattu ce travail. Doba Robert, notre reportage. Une grande quantité d'armes à feu chez un seul individu. C'est la découverte faite ce vendredi 19 par la coordination du comité de défense et de sécurité de la région de Borkou. Il s'agit entre autres de 1173 mines anti-chars, 1194 détonateurs de mines, 807 de tirs aériens, une arme de marque Tourelle Sol-Sol, 2 bazookas, une roquette et 29 caisses de munitions de différents calibres. Ces armes de guerre ont été découvertes dans un puits, mais aussi dans une des chambres tenues secrètes par le présumé coupable, en l'occurrence Abakar Choua, ex-chef d'antenne ANES de Borkou. Interrogé par le chef du 2e bureau de l'état-major général des armées, ces 2 dames épouses d'Abakar Choua ignorent la provenance des armes. Vous avez vu dans quelles conditions sa petite femme avait logé ses mines. Elle traversait les mines pour entrer chez lui, chez elle et sortir. Vous savez, le détonateur, c'est quelque chose qui est très fragile, qui ne supporte ni la chaleur ni la fraîcheur. Et alors, si ce détonateur puisse prendre feu, se déclenche, je crois bien que c'est toute cette maison qui va prendre feu, au risque même de sa famille. Nous, en tant que militaires et agents de renseignement, on ne fera que notre travail. Mais on laisse maintenant la grande partie du fait sera faite par la justice. Abakar Choua veut-il réveiller le démon de la rébellion au nord pour déstabiliser les institutions de la République? S'interroge le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a fait une descente ce samedi à Faya. Si des armes de guerre de tel calibre et en telle quantité se trouvent dans une maison, c'est un individu, on ne peut qualifier autrement que d'une rébellion ou bien même d'un terrorisme caché quelque part. C'est bien que les forces de la sécurité aient mis la main dessus. Nous les félicitons. Nous les encourageons d'en trouver encore d'autres. Certainement, il y aura d'autres. Je suis étonné qu'il y ait quelque part dans la ville de Faya un tel arsenal caché. Tout en saluant le travail abattu par les forces de défense et de sécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique invite celle-ci à ne pas baisser la garde. Il leur a par ailleurs demandé d'associer la population dans cette lutte contre la détention illégale d'armes à feu. Dans le cadre de ces missions régaliennes, la Direction générale de la police nationale et ses différents services ont mis la main sur plusieurs armes de guerre et munitions lors des fouilles. Ces armes ont été présentées à la presse et rétrocédées à la Direction générale de la réserve stratégique du ministère de la Défense. La cérémonie s'est déroulée à la Direction générale de la police, Gandatao Amia. En 5 mois et demi de fouilles, la Direction générale de la police nationale et ses différents services présentent le fruit de leur travail. Des armes de guerre et munitions de tout calibre confondus sont récupérées des mains des présumés braqueurs et autres trafiquants. Des agents de la police nationale ont œuvré avec courage, détermination, loyauté et au péril de leur vie dans des investigations qui ont permis la saisie de ces armes. Ces armes dont l'utilisation est incompatible avec les missions de maintien de l'ordre de la police nationale sont aussitôt rétrocédées à la Direction générale de la réserve stratégique, seule institution compétente en la matière. Djontan Marcel Ouenati, qui félicite les différents chefs de service de la sécurité, les exhorte à continuer dans la même lancée et avec la même détermination afin de rassurer la population et donner un nouveau souffle à la police. Le directeur général de la police nationale a par ailleurs sollicité la collaboration de la population en fournissant des informations nécessaires d'aider au maintien de l'ordre et de la sécurité. Le gouvernement du Tchad, à travers le ministère de la fonction publique, du travail, de l'emploi et l'Organisation internationale du travail, ont signé ce matin un protocole d'accord de programme pays pour le travail décent au Tchad. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de quelques membres du gouvernement. Diko Hubert. En paraphant ces documents, le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi concrétise la volonté de son département engagé depuis
depuis 2011 dans le processus du travail décent au Tchad. Les priorités qui se dégagent de ces programmes sont la promotion de l'emploi, le renforcement du dialogue social et l'extension de la protection sociale. Ce qui prend à témoin les différents partenaires sociaux, notamment l'UST, la CLTT, le patronat et bien d'autres qui ont eux aussi apposé leur signature au bas du document. Pour les directeurs du bureau pays de l'OIT, superviseurs de ces protocoles d'accord, la nécessité reste la mise en œuvre de ces programmes. La mise en œuvre de ce cadre de coopération dépendra particulièrement de la matérialisation de la volonté politique déjà manifestée au niveau national à travers la mise à disposition effective des moyens financiers qu'ils requièrent et de l'engagement proactif et efficient de toutes les parties prenantes, y compris les bénéficiaires. Le programme Pays pour le travail décent couvre la période 2013-2015 et s'évalue à l'ordre de plus de 6 milliards de francs CFA. Sa mise en œuvre inclut tous les secteurs et les partenaires socio-économiques au développement. Le ministre de la fonction publique, du travail et de l'emploi rassure la vision du Tchad à travers ces programmes. La signature du protocole d'accord, objet de la cérémonie d'aujourd'hui, marque un grand tournant dans le processus de résolution du problème de l'emploi des jeunes et s'inscrit dans la mise en œuvre de la vision de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, de faire de notre pays un pays émergent à l'horizon 2025. Le chemin est tout tracé, notre jeunesse attend. Il nous faut nous mobiliser pour satisfaire les attentes. Ces protocoles d'accord viennent parachever un travail d'experts tchadiens qui ont eu à examiner les stratégies prioritaires du programme national de développement. Il y a quelques jours, le ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artine, est allé à la rencontre des éleveurs du département de Dababa. Les éleveurs ont saisi l'occasion pour présenter leurs doléances au ministre, compte rendu Adef Ahmed Benrama. Cette descente du terrain a permis au ministre du Développement pastoral et des productions animales, Amir Adoudou Artine, de toucher du doigt les problèmes auxquels les éleveurs sont confrontés. Au cours des différentes rencontres, les éleveurs pratiquant dans le département de Dababa ont égrené des chapelets de doléances. Au nombre des problèmes qu'ils éprouvent, on peut citer le manque de couloirs de transhumance, des points d'eau et les vols des bétails. Le ministre du Développement pastoral et des productions animales a pris bonne note. Il a précisé que son département n'a pas perdu de vue ces difficultés. Ce sont des éléments que nous avions déjà en notre possession et sur lesquels nous pouvons déjà leur donner des réponses concrètes. En ce qui concerne les contraintes environnementales, certes, ces contraintes environnementales, certains vont à l'encontre de leurs intérêts, tels que la présence des hyènes qui sont en train de décimer à grands coups une partie de leur cheptel. Mais de l'autre côté, ces mesures environnementales leur profitent également à eux. L'homme et la nature sont forcés de vivre ensemble. Le ministre n'a pas manqué de sensibiliser les éleveurs. Il les a invités à faire vacciner leur bétail, les faire recenser et à bien s'organiser. Amir Adoudou Artine a rassuré les éleveurs que son département a initié un projet ambitieux qui va impulser une nouvelle dynamique au secteur de l'élevage. Une mission conduite par le ministre de l'Environnement et des Ressources halieutiques s'est rendue dans la région du Chariba-Girmi. La mission est allée constater quelques dépôts de bois saisis et des armes ramassées lors d'une fouille. Des précisions avec Estelle Abdelkader. Nous sommes à Djongotoli Blama et à Mebi, deux villages situés dans le Chariba-Girmi qui constituent la première étape de cette tournée du chef de département de l'environnement. Les visites de quelques dépôts de bois n'ont pas laissé indifférentes les autorités administratives. La population se livre à des coupes abusives, c'est pour vendre, uniquement dans un sens commercial. Ce n'est pas pour faire un champ ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour vendre en Djamena. Selon le ministre de l'Environnement, les bois saisis par les forces de l'ordre seront destinés entre autres à la police nationale, au centre pénitentiaire. Nous sommes vraiment dévastés par ce que nous avons vu. C'est très choquant en tant que citoyen. Est-ce que notre forêt soit vraiment détruite de la sorte?
Et ça, c'est vraiment quelque chose à combattre. Après les visites des dépôts de bois, la délégation a ensuite mis le cap sur la sous-préfecture de Dourbali. Sur place, une quarantaine d'armes à feu et à fabrication artisanale ont été présentées. Ils ont été saisis lors des fouilles faites par la Légion numéro 10 de Dourbali. Une œuvre vivement saluée par le ministre de l'Environnement et le gouverneur de la localité. Par ailleurs, Mohamed Ali Alikini encourage la population à la cohabitation pacifique. Le secrétariat général du gouvernement a lancé officiellement son site web ce matin. Ce site est créé pour fournir des informations gouvernementales au public. Innocent Kilayo. Pilier des actions du gouvernement, le secrétariat général du gouvernement a besoin des techniques d'information et de la communication pour mieux assurer son rôle. C'est pourquoi il est important pour le secrétariat général du gouvernement de disposer de son propre fichier informatique, qui n'est autre que le site web. Nous sommes mal notés ici au Tchad parfois par les institutions internationales. C'est parce qu'ils se basent sur les informations sur Internet. Et souvent, ils n'ont pas de bonnes informations. Ou bien des informations des gens qui n'ont pas mis pied au Tchad pendant 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, le Tchad de 2008 n'est pas le Tchad d'aujourd'hui. Le Tchad de 2005 n'est pas le Tchad d'aujourd'hui. Nous voulons donner des informations réelles, des bonnes informations et au temps réel. Compte tenu de son caractère indispensable dans le domaine de l'information en ligne, le site web du SGG fournira des informations à plusieurs niveaux. Nous avons aussi le journal officiel qui est en ligne, que les gens peuvent consulter. Nous avons aussi les grandes institutions du Tchad, telles que l'Assemblée nationale, la Haute Cour de justice, le Conseil constitutionnel, les collèges de contrôle, etc. Le ministre secrétaire général du gouvernement, Samir Adam Anour, qui a pris part au lancement officiel du site web de son département, a salué le travail abattu par les techniciens. Le plus important dans ce genre de choses, c'est les mises à jour. Il faut que le site reçoive régulièrement les informations de manière à ce qu'on ne soit pas, si quelqu'un a accès au site, qu'il se retrouve avec des informations qui sont dépassées. Donc les mises à jour sont vraiment très importantes. Pour accéder au site web du secrétariat général du gouvernement, il suffit simplement de cliquer sur le lien www.sgg-tchad.org. La 5e édition du concours du prix de l'excellence en journalisme a été lancée ce matin à la Maison des médias par la vice-présidente du Haut Conseil de la communication, Ashta Saleh Daman. Occasion pour le président du comité d'organisation de situer l'assistance sur les conditions de participation. Katnouba Théophile. Institué en 2009 par le Haut Conseil de la communication HCC pour encourager les jeunes journalistes vers l'excellence, le prix d'excellence en journalisme édition 2013 vient d'être lancé officiellement ce matin par la vice-présidente du HCC. Occasion pour Ashta Saleh Daman de situer l'objectif de cette initiative. L'objectif recherché à travers l'attribution des prix est également de faire la promotion du métier du journalisme, de distinguer et de faire découvrir les jeunes journalistes émérites, de valoriser les œuvres et productions des journalistes tchadiens. Quant au président du comité d'organisation de cette 5e édition du prix de l'excellence en journalisme, Ahmad Oumar Ahmad, il a fixé l'assistance sur les conditions de participation. L'âge des candidats qui était limité à 35 ans est revu à 40 ans cette année. Les genres rédactionnels retenus est un grand reportage thématique dans les domaines suivants: économie et sociale, sanitaire, éducationnel, culturel, sportif et environnemental. Pour la presse écrite, le grand reportage peut être un dossier d'actualité qui ne doit pas dépasser 3 pages, format A4, dactylographie en caractère 12. En radio et télévision, le grand reportage peut être un dossier ou un magazine d'actualité ne dépassera pas 5 minutes. Le règlement et la procédure du concours seront distribués et mis à la disposition des journalistes au siège du comité d'organisation du prix d'excellence en journalisme, 6 au sein du HCC.
Le colloque sur la problématique de la citoyenneté au Tchad, organisé par le CEFOD en collaboration avec CORED, s'est achevé. Les participants ont eu à faire un diagnostic assez profond de la citoyenneté au Tchad et proposer des pistes de recherche. Gandato Amian, les précisions. Des différentes communications présentées lors du colloque sur la citoyenneté, il ressort des interventions et échanges qu'au cours de ces 20 dernières années, le Tchad a connu diverses expériences citoyennes qui témoignent bien de la volonté des citoyens de participer aux décisions qui les touchent. Des divers questionnements et thématiques qui ont sous-tendu le colloque sur la problématique de la citoyenneté au Tchad, il a été admis que la citoyenneté renvoie en dernière analyse à l'idée d'une participation des citoyens à la vie collective, à l'amélioration de la qualité de la vie de la cité. Une contribution qui ne doit pas seulement se borner à l'exercice des droits et obligations. Quelle que soit sa modalité, la citoyenneté active doit se nourrir du désir d'apporter des changements constructifs au sein de la société par des moyens respectueux de l'ordre public et des droits et des libertés d'autrui. L'engagement citoyen peut être individuel ou collectif, mais l'enjeu reste le même. S'engager de façon responsable et active à l'amélioration de la vie dans la cité. La représentante de l'Union européenne a apprécié à sa juste valeur la tenue de ces colloques. Pour elle, la publication des actes du colloque et leur diffusion à grande échelle contribueront à sensibiliser les populations à prendre part activement et de manière responsable à la gestion de la chose publique. Déjà, affirment les organisateurs du colloque, une équipe est en train de travailler sur les différentes communications et discussions. Ceci afin de dégager une série de bonnes pratiques permettant de promouvoir une citoyenneté responsable et combattre juridiquement, socialement et selon l'éthique, tout ce qui empêche l'émergence de cette citoyenneté. La mission de l'ONASA, Office national de sécurité alimentaire, conduite par son directeur général, Zakaria Fadoul Kidir Jr., s'est rendue dans la zone méridionale du pays. Objectif, vérifier la bonne gestion des céréales subventionnées par le gouvernement. Cory Lombard. Satisfait pour la région du Mayo-KBS qui a suivi à la lettre les consignes et orientations de l'ONASA dans la vente subventionnée des céréales. Le gouverneur du Mayo-KBS, Abdoulaye Afadine, entouré de son staff technique, a défendu bec et ongle la situation alimentaire qui prévaut dans sa région. Même si la situation n'est guère alarmante, néanmoins il existe quelques poches de famine. Le retard des pluies ne permet pas une bonne exploitation des superficies emblavées. Les céréales subventionnées ont été utilisées à bon escient. Le DG de l'ONASA a saisi cette occasion pour féliciter et encourager les autorités administratives, traditionnelles, le personnel de l'ONASA de continuer sur cette lancée. À l'opposé, dans le Logone oriental, la situation est alarmante. Dans la sous-préfecture de Béboni, les champs et voies de communication sont sous l'eau. Les autorités font un appel des pieds pour l'envoi de céréales. Les nombreuses séances de travail avec les autorités ont permis de jauger cette situation de précarité. Les vulnérables se comptent par dizaines. À un jeu de pierre de Béboni, le sous-préfet de Miandoum a juré la main sur le cœur que depuis 2013, sa localité n'a pas eu un seul grain de l'ONASA. Séance tenante, le DG de l'ONASA a promis de le rétablir dans ses droits. À Komendo-Lebé, le sous-préfet, tout en payant la situation de sa localité, a demandé une augmentation du stock. À Doba, chef-lieu de la région du Logone oriental, le gouverneur Mamat Zen Aladji Yaya a fait remarquer que sa région compte près d'1 million d'habitants, 6 départements et 23 sous-préfectures. Il a fait un vibrant plaidoyer pour ces populations. Tableau identique dans les régions du Barko, Mandoul-Est, où les autorités ont présenté un tableau on ne peut plus sombre. La mauvaise gestion des céréales subventionnées par l'ONASA ont contraint certaines localités à s'adonner aux racines. C'est à l'unisson que les autorités dans les localités visitées ont demandé à l'ONASA d'augmenter le volume des stocks, comme le témoignent les magasins visités. Idem pour la région du Logone occidental, où le gouverneur Ouada a des mots très durs pour décrire la situation alimentaire dans sa région. Il a été appuyé par le délégué de l'agriculture et les préfets. Un peu partout, c'est la même musique.
augmenter la quantité de vivres pour que chaque population vulnérable puisse avoir un grain, car c'est une question de survie. La mission du Programme national de sécurité alimentaire PNSA dans le Mayo-Kébi-Est s'est poursuivie dans les localités de Tcharay et de Kim 2. La délégation a réceptionné les surfaces aménagées. Marale Joséphine. Un an après la réception provisoire, le PNSA procède à la réception définitive de plus de 1000 hectares de surface cultivable à Kim 2. Les manquements constatés l'année dernière ont été corrigés par la société d'Ababa chargée de la réalisation. Ceci conformément aux clauses contractuelles passées avec le Programme national de sécurité alimentaire PNSA, lesquelles clauses consistent à accroître les périmètres cultivables en vue d'augmenter la productivité. Cette cérémonie a été sanctionnée par une visite guidée. Le responsable du suivi et contrôle, Ahmad Mbodou, se félicite du travail accompli. Pour lui, la société n'a pas failli à sa mission. Quant au directeur général de la société, Hassan Abdoulaye, ses travaux sont effectués par rapport aux orientations du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui accorde un intérêt particulier aux sociétés nationales. Pour la population bénéficiaire, la récolte a été appréciable l'année dernière. Le chef de mission, conformément aux objectifs fixés par le PNSA, estime que la culture doit être à temps plein. Nous ne pouvons pas toujours compter sur la pluie. C'est révolu cette agriculture. Aujourd'hui, c'est une agriculture moderne. Il nous faut la maîtrise totale. À Tcharay, dans la région du Mayo-Kébi-Est, ce sont au total 2000 hectares de surface aménagés par une société locale qui ont été définitivement réceptionnés par la délégation conduite par le responsable de passation de marché du PNSA. Une réunion mensuelle de concertation sur le secteur de la santé s'est tenue le 18 juillet dernier à Bol. Organisée par la délégation sanitaire de la région du Lac, la rencontre a été présidée par le gouverneur Adoum Dangaye Nakourguet. Compte rendu de cette réunion mensuelle avec Adoum Abdelkader. Autour du gouverneur Adoum Dangaye Nakourguet pour cette rencontre mensuelle de concertation sur le secteur de santé dans la région du Lac, il y a eu les médecins-chefs des districts sanitaires, les représentants des ONG impliqués dans le dit secteur et les chefs des services déconcentrés de l'État. Les chefs traditionnels et religieux y sont également conviés. À travers une présentation graphique des activités menées et les résultats obtenus au cours des 6 derniers mois, l'assistance a pu évaluer l'évolution des indicateurs en santé dans la région. Il s'avère qu'il y a un statu quo dans les données statistiques. Certes, les efforts sont faits sur le terrain par les agents de santé, mais les indicateurs n'évoluent pas. Surtout dans le domaine de la santé et de la reproduction, la prise en charge des maladies épidémiologiques est sous surveillance. Afin d'améliorer la situation, le gouverneur a demandé à tous les services déconcentrés de l'État de mettre les bouchées doubles pour mettre la population à l'abri du danger. En ce qui concerne les maladies hydriques, il a aussi donné des orientations pour que les dispositions soient prises en ce début de la saison des pluies. Cette rencontre mensuelle permettra à terme, selon le gouverneur, de rassembler les données et de les envoyer à temps au niveau central. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Bonsoir.